Bonjour à tous, bienvenue sur Savoir-faire digital. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des tableurs. Nous allons utiliser Excel ou Google Sheet pour expérimenter avec un petit jeu de données avant de passer à des processus d'automatisation beaucoup plus complexes. Cette phase d'expérimentation initiale est parfois utile à l'entame d'un projet d'analyse de données. Nous commencerons par vous montrer comment travailler avec des données sur plusieurs feuilles et utiliser des fonctions comme COUNTIF, SUMIF et SUM pour créer un tableau récapitulatif complet. Enfin, nous terminerons en formatant le tableau récapitulatif et en appliquant une mise en forme conditionnelle là où c'est nécessaire pour faire ressortir vos données. Dans cette démonstration, nous allons nous mettre dans la peau d'un consultant réalisant une simulation d'analyse des émissions de carbone pour l'équipe de durabilité. Notre objectif est de calculer les émissions de référence pour une entreprise et de comparer ces données avec les informations de la base de données du Carbon Disclosure Project, le CDP, pour en assurer l'exactitude. Nous allons d'abord montrer comment utiliser les endpoints du CDP pour accéder et collecter des données via le protocole Open Data, OData. Par exemple, nous vous montrerons comment récupérer les données du mix énergétique des villes pour l'année 2022 à partir de la base de données CDP. Ensuite, nous construirons et formaterons un tableau récapitulatif complet pour présenter nos résultats de manière claire et efficace. Voilà, passons à la démonstration. Voilà, nous allons commencer par consulter le site web du Carbon Disclosure Project, CDP, où vous pouvez recueillir des données via sa base de données sur les émissions de carbone de certaines organisations publiques ou privées et en apprendre un peu plus sur le développement durable. Donc voilà, on va commencer par en fait la page About Us et puis peut-être Who We Are. Et puis voilà, là vous avez en fait le site du Carbon Disclosure Project et puis bon, vous avez ici la mission, les valeurs, le challenge et puis peut-être ici une vidéo introductive. We see a choice. We see a thriving economy working for people and planet. We see leaders. We see innovation. We see people rising to the challenge. We see momentum. We see critical shifts and ambitious action. We see a tipping point. We see a transformation. What do you see? Maintenant que nous avons compris pour notre culture générale ce qu'est le Carbon Disclosure Project, CDP, il est temps de passer à la partie technique de cette démonstration. Nous allons commencer par montrer comment utiliser les endpoints de CDP pour accéder et collecter des données via le protocole Open Data. Ici, nous allons nous intéresser en fait aux données de 2022 sur le mix énergétique
de certaines grandes villes. Et pour cela, il faut aller sur, en fait, la partie Data and Insight. Et puis de là, vous pouvez partir sur, par exemple, Data pour les données. OK? Vous cliquez sur ça. Et normalement, vous serez amené ici, sur cette page-là. Donc voilà, ici, on est sur Explore CDP Data. Et puis là, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs types de données. Par exemple, si on s'intéresse aux villes, vous pouvez cliquer sur Explore Cities Data ici. Voilà, par exemple, ici, nous sommes sur CDP, Cities, State and Region Open Data Portal. Donc, c'est le portail sur lequel vous pouvez trouver, en fait, des données sur des villes, des États ou bien certaines régions du monde. Donc, bon, ici, vous avez Search Dataset. Donc, ici, vous pouvez avoir des links sur plusieurs types de jeux de données. OK? Et si, en fait, vous voyez un jeu qui vous intéresse, vous pouvez cliquer là-dessus, par exemple, pour le consulter. Ou bien, si vous savez exactement ce que vous cherchez, vous pouvez utiliser, en fait, la boîte de recherche. Ici, quand je défile vers le haut, vous voyez qu'ici, vous voyez en fait l'icône qui est là, hein, la loupe, vous cliquez là-dessus, et par exemple, vous pouvez entrer ce que vous cherchez. Là, je cherche les données sur l'année 2022, sur le mix énergétique, en fait, des villes. OK? Par exemple, là, je clique sur ça. La recherche est lancée normalement, très bien. Et là, voilà, parfaitement, je suis sur, en fait, le lien ici. Donc, ça dépend maintenant, il y a plusieurs types de mix énergétique. Là, par exemple, c'est pour l'année 2022. Ce jeu de données-là concerne en fait des villes. OK? Donc, ceci, c'est pour l'année 2022 aussi, mais ça concerne en fait la génération de l'énergie, etc. Donc, ici, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs types de jeux de données. Bon, juste pour vous montrer, par exemple, je vais cliquer sur ce lien-là. Et voilà, là, nous arrivons sur la page du jeu de données. Donc, vous le voyez bien ici, c'est 2022 Cities Energy Mix. OK? Donc, là, vous aurez en fait une petite description du jeu de données. Donc, là, on vous dit que ce jeu-là a été mis à jour depuis le 26 janvier 2024. Ici, vous avez des informations plus détaillées sur le jeu de données. Bon, ça, nous l'avons déjà dit, c'est la dernière mise à jour. Ici, vous avez le type de licence. Là, vous avez en fait le nombre de vues. Et puis ici, vous avez le nombre de téléchargements, etc., etc., etc. Bon, maintenant que nous savons comment faire la recherche de jeux de données sur un sujet particulier concernant en fait le développement durable, après, on va vous montrer comment pouvoir extraire le jeu de données que nous voulons en utilisant en fait le protocole Open Data. Précédemment, nous avons vu comment rechercher et trouver les données qui nous intéressent sur la plateforme du Carbon Disclosure Project. Maintenant, nous allons voir comment extraire les données dans Excel via le protocole Open Data. Donc voilà, par exemple, dans ce cas de figure-là, nous sommes sur la page des données de 2022 concernant en fait le mix énergétique pour certaines villes. OK, on est dans le secteur en fait des énergies renouvelables. Et si vous regardez très bien ici maintenant à gauche dans votre navigateur web, vous allez voir qu'en fait vous avez en fait deux boutons ici. Il y a un bouton ici qui s'appelle Action ou bien Actions, et puis il y a un autre bouton ici qui est à droite, le bouton
export. Donc là, vous voyez qu'en fait, vous pouvez faire le travail manuellement. Donc c'est évident. Dans ce cas de figure-là, il suffit de cliquer sur export. Et là, vous voyez par exemple que vous aurez en fait une boîte de dialogue qui vous dit ce que vous voulez exporter et qui vous demande de choisir un format. Et par défaut, ici, vous avez le format CSV, comme Separated Value Files. Je pense que vous pouvez aussi changer votre format. Vous pouvez choisir un CSV particulièrement pour Excel. Donc, pour les gens qui sont en Europe, vous pouvez choisir le format européen ou bien GeoJSON, etc. Vous pouvez choisir en fait le format qui vous convient. Mais nous, par défaut, on va laisser le format CSV. Oui, je pense que nous l'avions déjà dit auparavant. Ici, vous le voyez très bien. Nous avons 20 colonnes et puis ici, vous le voyez aussi, nous avons à peu près 10 700 lignes. Mais plus exactement, nous avons 10 718 lignes de données. Là, vous avez en fait la définition des colonnes en bas ici pour chaque colonne et vous avez aussi, là vous le voyez à droite, le type de données pour chaque colonne. Les colonnes sont ici, donc etc., etc. Mais nous allons voir tout cela en détail. Très bien. Donc là, une fois que vous avez ça, vous pouvez cliquer sur Download pour en fait télécharger manuellement votre fichier et vous connaissez ce qui se passe à peu près. Après, c'est juste en fait un téléchargement normal de fichiers. Voilà une façon de faire que moi je ne préfère pas personnellement parce que bon, si vous téléchargez par exemple vos données comme cela, qu'est-ce qui va se passer si les données sont mises à jour? Si les données sont mises à jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir aller encore télécharger le fichier original. Donc, et c'est la raison pour laquelle moi je ne préfère pas cette façon de travailler là, sauf maintenant si vous voulez avoir des versions différentes des fichiers pour chaque mise à jour. Voilà. Ce que vous pouvez faire, au lieu d'utiliser en fait le bouton export manuellement, vous pouvez aussi extraire les données de façon dynamique, donc en utilisant le protocole Open Data. Et pour cela, il faut utiliser en fait le bouton de gauche qui s'appelle Actions. Là, vous voyez qu'il y a une flèche. Vous cliquez sur la flèche qui est là. Et là, vous allez voir que vous avez ici des options. Parmi les options, vous pouvez accéder via le protocole Open Data, donc Access via OData. Donc, vous cliquez sur ça. Et là, maintenant, cela va vous donner en fait l'adresse de votre endpoint. Donc, vous pouvez sélectionner et puis, comment je vais dire, copier. Mais bon, vous pouvez tout simplement cliquer sur copier ici. Et là, c'est fini. Mais là, il faut voir que nous sommes en train de copier la version 4. Bon, s'il y a plusieurs versions, normalement, vous pouvez avoir les autres versions. Mais pour l'instant, pour nous, la version 4 suffit. Donc, on va cliquer sur Copy pour copier en fait votre endpoint. Et puis maintenant, vous venez sur Excel. Par exemple, ici, je suis là sur la cellule A1. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur l'onglet ou bien sur l'option ici, Data. Ici, vous cliquez sur Data, OK? Et puis, il y a ici l'option Get Data. Et puis quoi? Là, bon, vous allez sur, je pense, From Other Sources, right? Ici. Et puis, nous sommes en train d'utiliser en fait Open Data, donc il faut aller sur l'option qui est là, OData Fit. Vous cliquez sur ça. Donc là, Excel nous demande de lui passer en fait notre URL. Et là, bon, nous l'avions déjà copié avec ce bouton-là. Donc là, je vais faire tout simplement un CTRL-V pour en fait coller l'adresse là. OK, bon, par défaut, Basic, je pense qu'ici doit suffire parce qu'en fait, des données open source et je pense qu'il n'y a pas de password, il n'y a rien. Donc, vous cliquez sur OK. Voilà. Et puis là, Excel va extraire automatiquement les données pour moi et puis les mettre dans ce fichier-là. Super, voilà. Là, j'ai un aperçu en fait des données que je vais télécharger. Là, vous voyez qu'en fait, là, c'est la colonne ID. Population years, donc ça, c'est l'année. Et puis, ça, c'est la consommation, etc., etc. Donc, vous pouvez défiler pour voir en fait
les colonnes que vous avez, etc. Voilà. Et donc là, je clique sur le bouton Load. Donc là, vous voyez qu'ici à droite, il y a une requête qui est lancée, qui s'appelle par défaut Query 1. Donc c'est la requête 1. Et vous voyez qu'en fait, Excel est en train de télécharger dynamiquement, en fait, toutes les lignes de données pour moi. Je pense que ça, c'est beaucoup plus efficace pour extraire les données parce que là, vous n'aurez pas la peine d'aller chercher là où est-ce que votre fichier est téléchargé. Maintenant, après, vous allez l'importer. Tout cela, vous ne l'avez pas. Vous voyez qu'en fait, le travail se fait de façon automatique, tu vois. Donc là, vous voyez comment vous pouvez extraire en fait vos données. Et là, bien sûr, je peux même fermer ici et puis cliquer sur là maintenant pour voir en fait toutes mes données comme cela. Donc voilà comment vous pouvez utiliser Excel, par exemple, pour extraire des données via le protocole Open Data avec la plateforme CDP. Nous venons de montrer comment télécharger ou extraire automatiquement les données dans Excel via le protocole Open Data et depuis le site web du Carbon Disclosure Project, si le besoin se présente. Maintenant, nous allons nous mettre dans la peau d'un consultant réalisant une simulation d'analyse des émissions de carbone pour l'équipe de durabilité d'une compagnie fictive. L'objectif est d'établir un tableau récapitulatif pour calculer les émissions de référence de l'entreprise. Ce travail peut se faire dans Excel ou dans le tableau gratuit de Google appelé Google Sheet. Et pour accéder à Google Sheet, il vous suffit d'aller sur l'icône qui est là pour Google Apps. Vous cliquez là-dessus et vous allez sur Sheets et vous cliquez sur l'icône. Voilà, une fois que vous êtes dans Google Sheet, vous avez en fait ce qu'on appelle en fait une galerie où vous pouvez choisir en fait votre template ou bien votre modèle. Donc vous voyez très bien qu'il y a plusieurs types de spreadsheet ou bien feuilles de calcul que vous pouvez faire. Ça c'est si vous voulez commencer une feuille blanche, voilà. Ça c'est pour une liste à faire, un budget annuel, budget mensuel, etc., etc. Mais pour nous, nous allons commencer avec en fait une feuille vierge. Donc on va cliquer sur blank spreadsheet et puis voilà. Et voilà. Là, vous pouvez commencer votre analyse avec une feuille blanche. Nous allons d'abord donner un nom à notre fichier. Donc ici, nous allons appeler notre fichier Carbon Baseline for Company X. Donc c'est une compagnie fictive et nous allons dresser le tableau récapitulatif de ces émissions de carbone. Voilà. Je pense qu'ici, il y a une petite erreur. C'est Company X. Exactement. Voilà. Voilà, là en premier, nous allons supposer que nous avons les données brutes que nous avons déjà récoltées. Voilà, là nous supposons que nous avons déjà nos données brutes. Donc je vais changer en fait cette feuille-là et je vais l'appeler Raw Data. Vous pouvez le faire, il suffit de cliquer 2 fois sur l'onglet et puis vous changez le nom et puis vous validez par entrée. Donc voilà, donc ces données de base-là, nous n'allons pas y toucher parce que il est toujours bien quand vous travaillez de ne pas automatiquement ou bien directement travailler sur les données brutes. Vous pouvez toujours avoir en fait, comment je vais dire, un outil de gestion de version, mais tout cela en fait c'est compliqué. Moi je préfère en fait quand je fais une analyse de ne pas directement travailler en fait sur les données brutes, donc avoir toujours une copie valide sur laquelle je peux en fait retourner si nécessaire. Voilà, une fois que en fait j'ai une copie de mes données brutes, maintenant je peux créer en fait une nouvelle feuille sur laquelle je fais mon analyse. Et pour cela,
je vais créer en fait une nouvelle feuille. Je clique sur plus, Add Sheet. Donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai une nouvelle feuille. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais juste en fait faire une copie de ces données-là sur la feuille sur laquelle je travaille. Et vous allez voir pourquoi je fais cela. Donc, il suffit de faire un CTRL-C et puis un CTRL-V. Et là, j'ai la feuille où je vais faire en fait mon analyse. Et cette feuille-là aussi, je vais cliquer 2 fois et je vais changer son nom. Je vais l'appeler par exemple Summary Table. Voilà. Donc, c'est le tableau récapitulatif en fait de mon analyse. Et là, je peux cliquer en dehors pour sortir de là. Donc, voilà. Donc, je prends cette précaution-là pour avoir en fait les choses séparées. Une feuille avec les données brutes et puis une feuille où je fais mon analyse. Maintenant, vous voyez qu'en fait, sur les données brutes, je n'ai pas fait de changement, donc je vais laisser ça comme tel. Mais sur la feuille où je fais en fait mon analyse, vous voyez qu'en fait, il y a des choses que je ne vois pas bien parce qu'en fait, je peux changer la disposition des colonnes. Pour cela, je vais sélectionner en fait toutes les colonnes et enfin ici, je peux, vous voyez ici, quand je viens à la fin, je peux cliquer 2 fois et vous voyez automatiquement qu'en fait, toutes les colonnes vont s'élargir convenablement pour me montrer en fait toutes mes données de façon lisible. Voilà, dans mon analyse, il y a une colonne que nous n'avons pas besoin, c'est la colonne par exemple B, parce que vous voyez qu'en fait la colonne B c'est une colonne qui est plus ou moins répétitive, vous voyez qu'en fait ce n'est rien d'autre qu'en fait des unités, et vous voyez qu'en fait toutes les unités sont les mêmes, parce que c'est en tonnes de CO2, donc ce que je vais faire, je vais changer en fait cette colonne-là, vous voyez qu'en fait c'est la même unité, pour les mêmes mesures. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement changer en fait la colonne C, et je vais dire que ceci est, bon je vais mettre entre parenthèses ici pour donner en fait l'unité, là je vais mettre tonnes CO2. Et une fois que j'ai cela, maintenant tout le monde saura que les émissions sont mesurées en tonnes de CO2. Et maintenant, cette colonne-là, je peux changer cette colonne-là. Là, au lieu de mettre des unités, maintenant ici, je vais mettre ce qu'on appelle le scope. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Là, j'ai fait entrer. Maintenant, il va falloir, bien sûr, il va falloir changer en fait les valeurs qui sont là. Oups, ici. Là, je vais sélectionner en fait toutes les unités et je vais les enlever. Donc, pour maintenant là mettre le scope. Et nous allons expliquer c'est quoi le scope d'une émission de gaz à effet de serre. Voilà. Voilà, avant de commencer, nous allons d'abord donner une définition précise de la colonne que nous voulons d'introduire, la colonne scope qui est là. OK? Donc, pour l'instant, vous voyez qu'en fait, c'est vide, mais parce que nous ne connaissons pas de quoi il s'agit dans un premier temps. Le scope est rigoureusement défini par un standard appelé Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Donc, les émissions sont généralement réparties en 3 catégories. Le scope 1 couvre les émissions provenant des opérations sous le contrôle d'une installation, y compris la combustion de carburant sur le site de l'entreprise. Le scope 2 couvre les émissions liées à l'utilisation d'électricité, de vapeur, de chaleur et ou de refroidissement achetées auprès de compagnies tierces. Et le scope 3 couvre tout le reste, c'est-à-dire les émissions en amont et en aval de la chaîne de valeur. Voilà, maintenant nous savons c'est quoi le scope. Ici, je vais en fait faire une petite mise en forme, les en-têtes, et puis je fais un CTRL-B pour les mettre en gras. Très bien, je pense que, et même je peux cliquer 2 fois ici pour mieux voir, bon, peut-être même ici, voilà, pour mieux voir en fait mes colonnes. Et maintenant que nous avons la définition du scope, il est bien maintenant d'avoir le dictionnaire qui va définir chaque type d'émission pour cette entreprise-là.
là aussi, en fait, normalement, l'environnementaliste de l'entreprise doit faire cette classification-là, ou bien même l'analyste qui doit faire, en fait, le tableau doit pouvoir regarder, en fait, le document standard de définition ou bien de classification des émissions pour pouvoir faire cet établissement-là du dictionnaire de classification de chaque type d'émission, et vous allez voir pourquoi nous faisons ce travail-là. Donc ici, nous allons commencer par créer en fait une nouvelle feuille, et là, par exemple, nous pouvons l'appeler scopes pour dire que ça c'est les scopes. Et là, bon, j'ai supposé qu'en fait, nous avons déjà fait notre classification, et voilà les types de scopes que nous avons dans cette entreprise-là. Donc, nous avons, comme nous l'avons déjà dit, scope 1, scope 2 et puis scope 3. Donc, pour chaque scope, on a dit en fait quel est le type d'émission qui entre dans sa catégorie. Et là, ce que je peux faire, je peux tout sélectionner et puis à la fin, je vais cliquer 2 fois. Et puis, pour créer une expansion en fait de mes colonnes pour mieux voir en fait les types d'émissions. Voilà. Donc là, j'ai pour scope 1, on n'a que 3 émissions qui entrent dans cette catégorie-là. Pour scope 2, de même 3 émissions. Et vous voyez qu'en fait, la plupart des émissions des gaz pour cette entreprise-là provient en fait du scope 3, donc en amont ou bien en aval de la chaîne de valeur. Voilà, maintenant nous avons nos données brutes sur la feuille Raw Data, ok? C'est les données que nous avons ici. Et nous avons aussi notre feuille où nous allons faire notre analyse, c'est la feuille qui est là, ok? Et nous avons aussi introduit une nouvelle colonne, c'est la colonne Scope, et nous avons défini de quoi il s'agit exactement. Donc c'est la catégorisation des émissions de type 1, 2 ou bien 3. Et nous avons aussi ici la feuille qui nous permet de définir de façon standard la classification en fait des émissions. Donc nous avons ici les émissions de type 1, ici nous avons des émissions de type 2 et là nous avons des émissions de type 3. Cette feuille-là, appelée scope, peut toujours être mise à jour. Donc ici, on peut ajouter par exemple sur la colonne 3 ou bien sur la colonne 2 ou bien sur la colonne 1. OK? Maintenant, nous allons continuer notre analyse et pour faciliter la tâche, je vais juste changer en fait l'ordre. Je vais glisser la feuille scope à gauche de summary puisque je travaille sur cette feuille-là. Donc, sur la feuille d'analyse. OK. Maintenant, nous voulons remplir cette colonne-là. Maintenant, comment est-ce que nous devons remplir la colonne scope? OK? Une façon manuelle et fastidieuse serait de regarder chaque fois l'émission qui est là, aller sur la feuille scope et trouver dans quelle colonne cette émission-là est. Bon, par exemple, je vais retourner ici. Ça, c'est Purchase Goods and Services. Donc, normalement, ça serait dans le niveau 3, normalement, si tout se passe bien. Oui, exactement. Ça, c'est le niveau 3. Et puis, je viens ici sur la table d'analyse, et puis ici, je mets 3, ainsi de suite. Mais vous devinez aisément que ce travail-là devient pénible. C'est impensable, OK? Parce que là, vous avez tout simplement 22 lignes pour les types d'émissions, mais imaginez si vous avez 1000 lignes. Vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas la bonne méthode, évidemment. Donc, il va falloir trouver un moyen simple en se basant sur ma table et sur la classification donnée par la feuille scope de remplir cette colonne-là de façon aisée. Donc, la question devient, comment faire cela? Donc, il faut trouver un algorithme pour faire cela, n'est-ce pas? Bon, je pense que c'est très simple. Donc, pour chaque entier I allant de 1 jusqu'à 3, et pour chaque source d'émission, donc pour chaque ligne, il va falloir faire un test et voir si la source d'émission est dans la colonne I. Et si tel est le cas, alors le résultat pour scope doit être égal à I, n'est-ce pas?
Et si on fait cela, on va remplir cette colonne-là de façon aisée. Voilà, donc on a exprimé notre algorithme en langage naturel, comme vous le devinez déjà. Maintenant, il y a une autre étape qui consiste à prendre cet algorithme-là que nous avons défini en langage naturel et puis le traduire en langage informatique, n'est-ce pas? Voilà, la traduction de cet algorithme-là du langage naturel à un langage informatique se fait facilement si vous utilisez Excel ou bien Google Sheet. Et c'est cela que nous allons voir maintenant. Donc, la fonction principale qui nous permet de faire ce travail-là, c'est en fait la fonction if, hein, parce que nous avons dit qu'il y a beaucoup de conditions, donc il faut utiliser la fonction if. Hein. Et pour faire ce travail-là, je vais d'abord écrire cela de façon simple dans un premier temps, avant de mettre les détails. OK. Donc là, je suis dans la colonne, par exemple, scope, et par exemple, je vais prendre le premier cas. Le premier cas, c'est quoi? C'est la ligne 2, donc c'est Purchase Goods and Services. Donc quand je suis là, je vais maintenant aller dans, ici, l'espace est réservé aux formules, et puis je vais mettre ceci. Donc il faut bien regarder ce que j'ai mis là-bas. Donc pour l'instant, tout n'est pas OK, mais il faut juste suivre la logique. Après, on va remplir les détails. Donc j'ai mis if c'est si. Si la condition 1 est vérifiée, le résultat doit être égal à quoi? 1. Si ce n'est pas le cas, donc il faut faire un autre test. Maintenant, on sait que ce n'est pas 1, mais on va tester maintenant, est-ce que c'est égal à 2? Maintenant, on va tester si la condition c'est 2, mais si la condition est 2, donc le résultat doit être égal à 2, n'est-ce pas? OK? Maintenant, si ceci n'est pas vrai, normalement, on devrait pouvoir s'arrêter ici et ne pas faire encore de test. Hein? Parce qu'on sait qu'il n'y a que 3 conditions possibles. Il y a la condition 1, la condition 2 et la condition 3. Si ce n'est pas 1 et que ce n'est pas 2, normalement, on peut deviner que c'est 3. Mais attention, vous pouvez le faire comme cela, mais à vos risques et périls. Parce que quelqu'un qui fait cela comme cela suppose qu'en fait, qu'il n'y a pas d'erreur dans la feuille, ou bien dans les feuilles. Et quand je dis dans les feuilles, c'est qu'en fait, là, vous imaginez qu'en fait, que toutes vos émissions qui sont dans votre analyse sont déjà définies dans votre scope. Donc, pour parer à d'éventuelles erreurs, il serait bien d'ajouter en fait un troisième test qui va nous permettre de trouver en fait les erreurs potentielles. Et c'est pour cela que ici je vais faire en fait un autre test. Et là, je fais si maintenant, est-ce que c'est la condition 3? Dans ce cas de figure-là, je vais mettre un 3. Et alternativement, donc on a testé 1, on a dit que ce n'est pas le cas. On a testé 2, on a dit que ce n'est pas le cas. On a testé 3, on n'a pas... Et ça, c'est le cas où, en fait, l'émission n'est pas déjà classée. On va mettre not found pour dire que, écoutez, on a une nouvelle émission qui n'a pas été classée. Et ça nous permet d'aller dans la feuille des scopes et puis ajouter l'émission et en même temps classer cette nouvelle émission-là. Maintenant, attention. C'est quoi la condition 1, la condition 2 ou bien la condition 3? C'est là où maintenant que la fonction count if entre en jeu. Donc voilà, ici, on va essayer de comprendre cette expression-là. Donc, voilà la condition 1. Donc, regardez très bien comment nous avons écrit cela. Donc, déjà, ici, vous avez de l'aide de la part de Google Sheet qui vous donne la syntaxe de la condition if. Donc, la syntaxe de la condition if, c'est, il y a d'abord ici une expression logique. Donc, si cette expression-là est vraie, donc, vous retournez ici une valeur. Et si l'expression est fausse, vous retournez une autre valeur. Donc, ici, nous avons déjà parlé de la structure générale de cette condition-là. Donc, si la première condition qui est là est vraie, nous retournons 1. Sinon, on va tester encore avec la condition if de façon récurrente. Est-ce que c'est la condition 2? Si c'est la condition 2, donc c'est 2. Si ce n'est pas vrai, on va encore appeler la condition if de façon récurrente. Il faut tester la condition 3.
Si ce n'est pas la condition 3, ça veut dire quoi? C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, donc forcément, c'est une nouvelle valeur. Donc, on fait not found, et puis là-bas, on va aller dans notre scope, mettre la nouvelle valeur, et puis faire la mise à jour, et automatiquement, maintenant, notre condition va marcher. Donc, cette troisième condition-là nous permet de tester est-ce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas encore classées. Très bien. Maintenant, parlons en détail de la condition 1 qui est là. Donc, la condition compte if, scopes, point d'exclamation, la colonne A et puis A2. Ici, nous cherchons en fait la valeur A2. Donc, et si vous voyez très bien, la valeur A2, c'est quoi? C'est la ligne sur laquelle nous sommes. Vous le voyez bien ici. Donc, nous cherchons, est-ce que cette valeur-là existe sur la feuille scope? C'est pourquoi nous avons mis ici scope, point d'exclamation. OK? Parce que c'est là où, en fait, les émissions sont classées. Et on dit à Excel ou bien Google Sheet, là où il faut aller chercher. Donc, ici, il faut aller chercher sur la colonne A, ici. Par exemple, si c'est la condition 1, toutes les classes doivent être ici. Donc, retournons sur notre table. Donc, on dit, il faut aller chercher sur la colonne A la valeur A2. Et si la valeur A2 est trouvée, normalement, compte if va retourner une valeur positive. Donc, si la classe est là, donc forcément, le compte sera un compte positif. Donc, c'est pourquoi nous avons mis si c'est supérieur à 0. Et si c'est supérieur à 0, donc c'est 1. Vous avez compris? Et je pense que maintenant, à partir de là, on peut maintenant écrire les autres conditions. Donc, la condition 2 sera facile, n'est-ce pas? Donc, on va l'écrire. Donc, on va remplacer la condition 2 par sa vraie valeur qui est là. Donc, ce sera tout simplement ceci. Ce sera compte if, scope. Maintenant, on va aller regarder sur la colonne B. C'est-à-dire la colonne B des scopes. Et si la valeur A2 est trouvée, donc, ici, on doit mettre le résultat 2. Maintenant, de la même façon ici, je pense que vous le devinez déjà, il faut aller chercher sur la colonne normalement C. Mais bon, là, je vais faire un copier-coller et puis je vais remplacer cela par un C, tout simplement, parce que, voilà, il faut aller chercher sur la colonne DC et si la valeur est trouvée, donc, ce sera un scope de type 3, sinon, c'est forcément une erreur. Et je pense que si on fait cela, maintenant, on a défini de façon explicite nos conditions, n'est-ce pas? Là, je vais réduire mon zoom. OK, très bien. Et là, je suis là. Je pense que tout est bien défini. Je vais essayer de valider pour voir ce qui va se passer maintenant. Donc, je fais entrer. Et regardez ce qui va se passer. Non seulement que la ligne 2, maintenant, a une valeur égale à 3, mais de façon intelligente, Google Sheet a déjà deviné le reste, en fait, des autres cellules et me demande, est-ce que c'est plus ou moins bon? Pour l'instant, je valide. Maintenant, il faut valider et tester, n'est-ce pas? Je valide en mettant oui, la formule est bonne. Et là, j'ai toutes mes valeurs qui sont là. Avec une seule formule, je peux remplir toutes les valeurs qui sont là. N'est-ce pas? Vous le voyez bien ici. Maintenant, vous voyez qu'en fait, bon, normalement, après ceci, il serait bien de tester est-ce que, en fait, toutes les classes sont bien classées. Voilà. Maintenant, comment on va tester pour voir est-ce que notre formule marche dans tous les cas? Donc, vous devez deviner avec moi qu'en fait, si c'est une entreprise qui est sérieuse, il y aura toujours en fait une équipe d'analystes, mais normalement, il doit y avoir une équipe de test, n'est-ce pas? Donc, en général, les environnementalistes vont définir cette feuille-là pour classer normalement chaque émission dans la colonne qu'il faut et puis donner cette feuille-là aux analystes. Les analystes vont travailler sur la feuille qui est là, c'est la feuille d'analyse. Maintenant, il y aura sûrement une équipe test qui va aussi fournir aux analystes, en fait, les vraies valeurs test. OK? Donc, ici aussi, on va essayer de simuler un test simple. Par exemple, imaginons qu'ici, nous avons une colonne fournie par l'équipe test. Bon, ici, vous voyez très bien que je l'appelle true scopes, c'est-à-dire que c'est les vraies valeurs, en fait, des scopes. Maintenant, une fois, bon, je vais le mettre en rouge pour que vous puissiez voir cela. Donc, maintenant, on connaît que ça, c'est les vraies valeurs. Ou bien, si vous voulez, je vais mettre ça peut-être en vert pour dire que c'est
les vraies valeurs. Et maintenant, on doit comparer ces vraies valeurs-là à ces valeurs-là définies. Bon, là, je vais mettre à ces valeurs-là qui ont été définies par l'analyste. OK? Comment on va tester ça? Bon, encore, ici, on a que, je pense, une vingtaine de lignes. Mais si vous avez 1000 lignes, comment vous allez aller regarder les lignes une à une? Vous voyez très bien qu'en fait, c'est pas ça la bonne méthode. Une méthode simple serait ici juste de définir une valeur qu'on va appeler test value. OK? Et là, maintenant, on va définir une formule. Cette formule sera quoi? On va tout simplement mettre en fait la valeur trouvée, ou bien la valeur vraie, moins la valeur qui a été trouvée, n'est-ce pas? Et là, je fais entrer. Et normalement, si tout se passe bien, je peux même, là, vous cliquez 2 fois sur en fait le point qui est là. Et normalement, Google Sheet va remplir tout le reste. Et si vous trouvez ici partout des zéros, c'est évident que tout est bien. N'est-ce pas? Tout est bien. Maintenant, là encore, vous allez me dire, mais attends, comment vous allez regarder individuellement si tout est zéro? Bon, il y a des façons simples de faire. Hein. Je peux, par exemple, je peux faire aussi un test visuel rapidement. Hein. Je peux sélectionner, par exemple, la première cellule. Je fais un CTRL-SHIFT et puis flèche bas. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, toutes mes valeurs. Et puis là, je peux mettre, par exemple, en fait, une mise à jour conditionnelle. Je mets Format. Je mets Conditional Formatting. Et puis, déjà, vous voyez de façon intelligente, Google Sheet peut deviner ce que je veux faire. Okay. Donc là, je vais faire quoi? Donc, c'est de F12 jusqu'à F22. Et puis, c'est quoi, en fait, ma formule? Je mets si c'est is exactly, OK? Si la valeur, c'est exactement égal à quoi? Si c'est égal à 0, donc, par défaut, je lui dis, il faut mettre ça en vert pour me dire que c'est bon. Si c'est différent, is not equal to. Et quand c'est différent, je mets une couleur, par exemple, bon là, il faudra choisir une couleur. Quand c'est différent, je vais choisir cette couleur-là, et puis je mets OK. Donc là, quand c'est différent de quoi? Quand c'est différent de 0, bien sûr, parce que quand on fait la soustraction, ça veut dire qu'en fait, les deux choses sont les mêmes, et là, je valide. Et puis, vous voyez. Et là, de façon visuelle, vous voyez qu'en fait, facilement, vous pouvez défiler et voir que tout est vert pour vous dire qu'en fait, votre test est réussi. Donc, votre formule marche. OK? Donc, voilà de façon automatique comment on fait notre analyse et en même temps, comment on valide en fait nos tests. Bien sûr, il va falloir qu'en fait, l'équipe test vous fournisse les valeurs test. Très bien. Voilà, maintenant nous allons trouver le grand total, c'est-à-dire en fait la somme totale des tonnes de CO2 émises par en fait notre compagnie. Donc ici, on va ajouter emissions grand total. Et je vais mettre ça en gras. Voilà, et puis c'est là maintenant, ça c'est la colonne des émissions en tonnes de CO2. Et là, il suffit tout simplement d'utiliser en fait la fonction somme. C'est une fonction en fait habituelle, donc vous comprenez comment ça marche. Donc là, vous voyez par exemple, je mets égal et puis je mets S et bon, Google Sheet me dit bon, apparemment vous voulez faire en fait une somme. Ok, si en fait Google Sheet a raison, je ne fais qu'en fait valider en appuyant sur Tab parce que je pense que c'est exactement ça que je voudrais faire. C'est une somme de C2 à CV2 à C22, donc il faut bien vérifier en fait vos cellules. Je pense que c'est bon. Et là, il suffit d'appuyer sur la tabulation pour que tout marche. Et voilà, parfait. Maintenant, je pense que le moment est venu de commencer à faire, comment je vais dire, la mise à jour en fait de mon tableau. Là, je peux sélectionner en fait ces cellules-là. Je pense que nous pouvons mettre un remplissage ici. On va choisir quelque chose un bleu plus ou moins clair. Bon, essayons de voir si ça marche. Oui, je pense que ça marche. Ok, parfait, super. Donc on va, et peut-être même on va mettre le résultat aussi en gras. Voilà, parfait, ça marche. Et puis voilà, ça c'est notre grand total. Donc c'est à peu près 94 millions de tonnes de CO2 pour cette compagnie-là. Je pense aussi qu'il serait bien de
d'ajouter en fait un remplissage sur la première ligne de notre tableau. Et là, je pense qu'on va choisir la même couleur ici. Je pense que c'est bon. Voilà, parfait, ça marche. Voilà. Donc, nous avons notre grand total. Voilà, maintenant, le moment est venu de, je pense, de créer en fait notre tableau récapitulatif pour avoir une vision beaucoup plus claire en fait de nos émissions. Donc là, je vais ajouter ici un header, donc summary table, pour dire qu'en fait c'est le résumé de l'ensemble de nos données après analyse. OK, et là aussi, bon, je pense que c'est bien de le mettre en gras. C'est bon, parfait. Et puis ici, je mets, parce qu'on ne veut pas aller défiler sur le grand tableau pour voir nos résultats essentiels. Donc, nous savons qu'en fait, on va donner ici la synthèse. Donc, nous avons 3 scopes, 1, 2, 3, et nous aurons ici aussi le total. Parfait. Et puis, quoi d'autre? Nous savons que le total sera égal à quoi? On va le faire maintenant. Ce sera la somme de quelles cellules? Le résultat qui sera là, et puis là. On verra pourquoi on fait ça. Voilà, c'est cela. Et bon, pour l'instant, c'est 0 parce qu'il n'y a rien là-bas. Et puis, ici, on va donner en fait la somme des émissions. N'est-ce pas? Et ça, c'est la somme des émissions. Bon, il faut donner l'unité, c'est en tonnes de CO2. Parfait, super. Et ce qu'on va faire, ceci aussi, on va le mettre en gras. Et puis, même celui-là aussi, on va le mettre en gras. Et puis, je pense qu'on peut même commencer à... je pense que ça suffit largement. Et même chose, on va donner un remplissage en bleu. Ici, je pense que cette couleur-là doit aller. Parfait. Et on va ajouter ici le remplissage ici aussi. Et on va prendre la même couleur. Et puis, parfait. Et puis, maintenant, je pense qu'on peut même élargir ces colonnes-là. Super. Voilà. Maintenant, il nous suffit juste d'ajouter les résultats ici, ici et ici. Voilà, maintenant il faut finir en fait notre tableau récapitulatif et pour cela, pour chaque type d'émission, donc type 1, 2 ou 3, il faut donner le sous-total de chaque type. Donc, bon, par exemple, pour le type numéro 2, nous allons utiliser en fait la fonction SUMIF. Donc, il faut faire la somme si et seulement si, en fait, la valeur concernée est de type 1, n'est-ce pas? Donc, on va faire égal ici, et puis vous utilisez la fonction SUMIF, ok? Et puis là, vous ouvrez la parenthèse, et puis il faut bien regarder en fait la syntaxe. Donc, ce sera, bon, là, je vais zoomer un peu. Je pense que c'est bon. Le range, d'abord, c'est quoi le range? Ok? Il faut bien comprendre c'est quoi le range. Le range, c'est là où vous regardez, par exemple, les valeurs en fait de la catégorie. Donc pour nous, je pense que c'est très clair, ce sera cette partie-là. Donc ici, il faut s'arrêter au bon moment. Voilà, parfait, on va s'arrêter là. Donc ce sera de B2 à B22, exactement. Donc il faut chercher en fait une valeur particulière ici. Ok, mais mieux que ça, je vais bloquer en fait ce range-là. Donc pour cela, il suffit de taper sur F4, je pense. Oui, exactement, c'est bien ça. Donc, parce qu'on ne veut pas que ce range-là change. Et puis, quoi? Une fois que nous avons ce range-là, c'est là où on va chercher la valeur. Maintenant, il faut dire qu'est-ce qu'on cherche. On cherche le scope, donc ici, ou bien le critère. Donc, ce sera bien cette cellule-là. Donc, H3. Mais là, on ne va pas bloquer parce que on veut que la formule puisse s'adapter automatiquement si on change de ligne. Quand on est sur la ligne 2, maintenant, il faut changer. Ce sera maintenant, au lieu de H, comment je vais dire, au lieu de H3, ça doit être en fait la ligne prochaine, exactement. Donc ici, maintenant, on va mettre là, on va chercher les valeurs qu'il faut ajouter.
Et ça, je pense que vous l'avez deviné, c'est en fait la colonne des émissions. Et pour cela, donc, je fais que glisser et j'arrive là. Et puis là aussi, je ferme maintenant en fait ma parenthèse. Maintenant, je vais rentrer encore dans ma parenthèse, mais cette colonne-là aussi, je vais la figer, je vais la fixer. Il suffit encore une fois de taper sur F4 et automatiquement, vous voyez qu'en fait, que c'est bloqué. Parfait. Et je pense que ça doit marcher comme ceci. Maintenant, si je fais entrer, donc je pense qu'ici, j'ai déjà une valeur. Donc, super, là j'ai une valeur, mais vous voyez très bien qu'en fait, la valeur n'est pas très lisible parce que le format n'est pas clair. Donc, je veux juste en fait appliquer le même format que ici. Donc, je vais cliquer sur ça et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur l'icône qui est là, le pinceau, et puis je vais cliquer sur là pour appliquer en fait le même format. Donc là, j'aurai 240 000 tonnes 989 de CO2 émises pour en fait la catégorie 1. Maintenant, normalement, bon, pour les autres, il suffit de glisser et normalement, tout doit être correct maintenant. Vous voyez qu'en fait, et automatiquement, bien sûr, j'aurai mon grand total qui est là. Et ce grand total-là, je vais aussi le mettre en gras. Et là, voilà, je pense que mon analyse me dit que j'aurai un total de 94 629 086 tonnes de CO2 pour cette entreprise-là. Et je pense que ce résultat-là est correct parce que c'est le même grand total qu'on a ici. N'est-ce pas? Parfait. Maintenant, écoutez, voilà. Bon, évidemment, c'est seulement 2 cellules et vous pouvez aller regarder si les deux valeurs sont les mêmes. Mais bon, comme je dis, il ne faut jamais croire à ce que vous voyez parce que si vous lisez mal, vous pouvez vous tromper. Donc, il y a mieux. On va faire ici un test que je vais appeler test total. Et pour ce test-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici encore, bon, vous pouvez faire un if. Donc là, vous faites if. Donc, c'est quoi votre test? Donc, si cette valeur-là qui est là est la même que la valeur qui est là, pour ne pas... Donc, c'est quoi le résultat? On va tout simplement mettre là-bas pass pour dire qu'en fait que le test est réussi. Ça, c'est un test automatique. Et sinon, on met failed pour dire qu'en fait le test a échoué. Et là, je n'aurai pas besoin de défiler si jamais mon résultat est très en bas. Et là, je fais par exemple entrée. Et automatiquement, vous voyez qu'ici, Google Sheet me dit qu'en fait, le test est réussi, donc il n'y a aucun problème pour mes calculs. Voilà, et là même, je vais ajouter autre chose. Nous l'avons déjà vu. Qu'est-ce que je fais? Je fais un formatage, conditional formatting, et puis je lui dis qu'en fait, quand là, ça c'est bon, pas empty, si text is exactly, si c'est pass, je pense que c'est ça qu'on a donné comme résultat. Il faut donner en fait une couleur verte. Je valide et je vais ajouter maintenant, parce qu'on sait qu'il ne peut y avoir que 2 résultats. Si c'est exactement failed, voilà, là on sait que il y a quelque chose qui ne va pas dans nos calculs. Et puis là, je vais prendre cette couleur-là. Je vais mettre ça. Et là, par exemple, bon, je vais faire quelque chose de très bête. Je vais juste enlever la formule qui était là. Je mets là-bas un 0. Et là, vous voyez qu'automatiquement, notre cellule sera, comment je vais dire, mise à jour pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Donc là, c'était juste pour tester si ça marche ou pas. Ça marche. Je vais revenir en arrière et puis voilà, quand les 2 cellules sont les mêmes, automatiquement le test passe. Parfait, super. On va ajouter les bordures pour la ligne d'en haut ici. Ok, on va ajouter le type, on va le mettre en gras et parfait. Maintenant ici, vous n'avez plus besoin de regarder tout ce grand tableau-là pour voir ce qui s'est passé dans l'entreprise. Il suffit juste de voir le tableau récapitulatif. Par exemple, ici, on sait, maintenant c'est net pour les émissions de type 1.
nous savons combien de tonnes nous avons. Pour les émissions de type 2, combien de tonnes. Pour les émissions de type 3, combien de tonnes. Et pour voir le grand total, on l'a ici. Et pour s'assurer qu'en fait, toute l'analyse s'est bien passée, il suffit juste de regarder ici un bouton et comprendre que en fait, tout s'est bien passé. Donc, vous voyez, en fait, ça vous permet de prendre en fait une masse énorme de données et puis avoir en fait un résultat beaucoup plus synthétique et beaucoup plus efficace pour dégager plus ou moins ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, à partir de là, on peut aller même plus loin. Pour finir, nous allons créer une visualisation pour aider l'entreprise à identifier là où elle doit concentrer ses efforts afin de devenir neutre en carbone. Donc, pour cela, nous allons, dans un premier temps, sélectionner en fait le tableau récapitulatif. Donc, je pense que ceci, c'est bon. On va avoir besoin du niveau, donc le scope, et puis la somme des émissions. Très bien. Et une fois que vous avez sélectionné en fait les colonnes qu'il faut, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire insert pour insérer en fait votre chart. Donc là, vous allez sur chart. Et puis voilà, automatiquement, vous voyez qu'en fait, par défaut, pour ce type de données-là, nous avons quoi? Nous avons en fait ce diagramme-là. OK? Donc, nous avons comme titre la somme des émissions en tonnes de CO2, ce qui est correct. Et vous voyez qu'en fait, la grande partie des émissions pour cette entreprise-là, hein, c'est 99%, c'est des émissions de type 3. Et vous voyez qu'en fait, les émissions de type 2 viennent en deuxième position avec 0,6% tout simplement. Et vous voyez qu'en fait, les émissions de type 1 sont presque négligeables. Très bien. Maintenant, on peut aussi changer ce graphique-là. Bon, là d'abord, ce que je vais faire, je vais déplacer le graphique, je pense, ici un peu à droite. Je pense là, c'est bon. Parfait. Et on peut changer le type si on veut. Vous cliquez sur ces trois points-là. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, je pense qu'en fait, quelque chose qui doit marcher avec ce type de données-là, c'est un bar chart. Ici, par exemple, là, parfait, on peut automatiquement changer le type de diagramme. Et même, je pense qu'ici, on voit toujours que en fait, le type 2 est petit et le type 1, c'est presque rien. Et bon, on va activer ce choix-là, Switch Row and Columns, là, pour dégager en fait clairement en fait les types. Donc en bleu, c'est le type 1 qu'on ne voit pas parce que c'est négligeable. Le type 2, on le voit un peu en rouge ici. Ok, peut-être si on élargit un peu le diagramme, on peut mieux le voir. Très bien. Voilà, là on voit mieux en fait les valeurs, n'est-ce pas? Je peux même agrandir plus un peu. Bon, voilà pour mieux. Là, on voit toujours que le bleu ne compte pas pour grand-chose. Que le rouge aussi ne compte pas pour grand-chose. Mais l'essentiel des émissions sont de type 3. Parfait. Donc voilà, grosso modo, nous avons vu comment extraire des données automatiquement en utilisant en fait le protocole Open Data. Et puis, nous avons vu aussi comment prendre ces données-là pour les mettre en fait sur des feuilles de calcul différentes et faire une analyse plus ou moins complexe. Bon, ici, le jeu de données n'était pas trop grand, mais des fois, vous pouvez avoir des milliers et des milliers de lignes, mais c'est toujours la même démarche. Si vous appliquez normalement, en fait, les formules suivant votre cas, vous pouvez faire une analyse rapide dans un premier temps avec les feuilles de calcul ou bien avec les tableurs comme Excel ou bien avec Google Sheet et faire une visualisation rapide. Maintenant, ça, c'est toujours, je pense, la première approche. Une fois qu'on a fait cette première approche-là, pour avoir une idée plus ou moins claire de comment aller et rendre ce travail-là beaucoup plus complexe et efficace, c'est là où maintenant que vous pouvez utiliser, par exemple, un notebook Python, bien Python, et puis maintenant écrire tout votre code en Python pour des cas beaucoup plus complexes. Donc, cette première tâche-là, c'est juste en fait une tâche ou bien une façon rapide d'avoir une idée de comment approcher et résoudre un problème.